Salut Nico. Bonjour Jérôme, bonjour aux personnes qui suivront la vidéo. J'espère qu'on va avoir une bonne connexion Skype. J'espère aussi, pour tout le monde. Ouais. Donc une interview qui est censée intéresser les gens qui managent de manière générale en entreprise et aussi évidemment les entraîneurs pros du monde sportif. Donc déjà, on va commencer un peu différemment. J'ai envie de te remercier déjà dans un premier temps à titre personnel parce qu'on a travaillé ensemble et que tu acceptes de témoigner, donc d'en dire un peu plus sur ce qui est d'habitude assez secret. Et puis aussi je te remercie à titre collectif parce que au basket les informations tu vois ont tendance à rester très secrètes aussi, alors qu'on voit que dans d'autres pays les entraîneurs échangent beaucoup plus, se dévoilent beaucoup plus, partagent leur stratégie beaucoup plus. Donc du coup, bah voilà, c'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui et tu vois, moi, ça me rend joyeux, voilà. Donc voilà, déjà, on n'a pas commencé, je te remercie déjà. Je t'en prie, sans aucun souci. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ton parcours? Oui, mon parcours, moi j'ai joué, je suis originaire de Cholet, j'ai joué à Cholet Basket, mais jusqu'à l'âge de cadet. Et à partir de 18 ans, en fin de compte, je me suis vraiment pris une autre orientation et j'ai entraîné et arrêté de jouer pour entraîner et coacher, on va dire à temps plein, quand j'étais étudiant. Et puis à 22 ans, j'ai eu l'occasion de profiter des emplois jeunes qui se mettaient en place en France pour en faire mon métier. Et très rapidement, j'ai réussi à gravir des échelons, à prendre différentes expériences au niveau amateur, au niveau centre de formation, au niveau professionnel, et enfin équipe professionnelle. Voilà, donc assistant de centre de formation, coach de centre de formation, Cholet au départ, Nantes ensuite, pour être après assistant coach en Pro A, tout d'abord avec Le Havre. Et là, j'ai côtoyé Éric Girard comme coach principal. Voilà, donc on a formé un binôme tous les deux pendant de longues années. Après, on est parti à Strasbourg, on a connu des grandes choses là-bas à Strasbourg. Et puis donc expérience Euroleague, le voilà, niveau européen un pour ceux qui sont pas du voilà. basket. Oui, un titre de champion de France en 2004-2005. L'année suivante, le championnat d'Euroleague, donc qui est le championnat d'Europe la plus élevée en basket. Et puis ça jusqu'en 2008. Malheureusement, notre aventure avec Eric s'est arrêtée un peu brutalement au mois d'avril, tout début avril de 2008. Pour faute de résultats, et bon voilà, c'est nous qui avons trinqué. Eric a fait un petit break de son côté, et puis moi je suis parti sur le poste de coach principal, notamment à Roche-la-Molière, près de Saint-Étienne en N1. Ça n'a pas très bien fonctionné, notamment avec la relation avec un dirigeant en particulier. Et puis j'ai retrouvé Eric pour quelques mois au Limoges de CSP, qui était en Pro B. Et puis le deal c'était je continuais l'aventure avec le Limoges CSP si on gagnait les playoffs, et malheureusement on perd en finale de Pro B contre Poitiers, c'était en 2008-2009. Donc voilà, j'ai repris mon baluchon, j'ai rebougé encore un petit peu jusqu'à connaître une dernière aventure on va dire compliquée en National 1 avec le club de Longwy. On devait être en N2 et puis on a été repêché de dernière minute en N1. Et c'est là où j'ai décidé de faire un premier break pour prendre du recul aussi sur mes diverses expériences. Et puis donc je suis rentré sur Cholet chez moi. Voilà, et puis l'énergie retrouvée un an ou deux après, j'ai retrouvé dans le haut niveau, notamment avec le centre de formation de Nantes il y a 3 ans, et puis il y a 2 ans de ça j'ai été recruté par Cholet Basket pour être entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle, jusqu'à ensuite en décembre 2015, voilà, c'est ça, décembre 2015, de prendre les rênes de l'équipe pro, parce que malheureusement là aussi des résultats
compliqué et les dirigeants ont souhaité changer d'entraîneur principal et m'ont confié le challenge de maintenir cette équipe de Cholet au plus haut niveau. En Pro A. Et en Pro A. Et voilà. Ce qui a été fait largement avant la fin de la saison, alors que tu as pris l'équipe en situation de relégable. Oui, c'était une situation qui était vraiment pas facile parce que tout de suite dans l'immédiat, c'était vraiment situation d'extrême urgence. Cholet Basket, c'est une institution, pardon, à Cholet. Il n'y a plus de basket à Cholet, ça serait la crise, on va dire. Et voilà, donc c'était une situation vraiment très très riche, très intéressante. Malheureusement, j'ai pas pu continuer cette année avec l'équipe pro de Cholet Basket. Ma jeune expérience on va dire, a été mis de côté par rapport à un entraîneur qui lui est beaucoup plus expérimenté que moi. Ouais, t'étais le plus jeune en Pro A? Non, il y avait Thomas aussi. Non, il y a Laurent Loniam, il y a aussi surtout le plus jeune coach de Pro A aujourd'hui, c'est Julien Espinoza qui est à Antibes. Ouais. Voilà, et puis malgré que j'ai pas pu continuer avec Cholet Basket, j'ai pu rebondir ici à Saint-Quentin, donc en deuxième division, en Pro B, comme coach principal. Ok. Et pour l'instant, sur le présent, tu es assez largement au-dessus des attentes de départ. Sur les oui, on a une petite baisse de régime, mais c'est vrai qu'on est actuellement à 6 victoires pour 8 défaites. On est 10e ex-aequo. Il y a eu pas mal d'équipes qui sont au même bilan que nous, mais on est 10e ex-aequo dans un groupe de 18. Et on a la dernière masse salariale de Pro B. Alors ça veut pas toujours tout dire, hein, l'argent ne fait pas tout, mais participe quand même, on va dire, à la réussite d'une équipe, d'un club. Et voilà, donc c'est vrai que oui, aujourd'hui, on aimerait toujours avoir plus, on aimerait toujours gagner tous les matchs, mais aujourd'hui, oui, on est sur un bilan quand même qui est relativement positif. Ok. Donc tous les deux, on a fait du coaching individuel, on a fait une formation où j'ai mélangé des entraîneurs pros avec des managers du monde de l'entreprise. Et avant cela, avant ces coachings et cette formation, c'était quoi tes besoins? C'était quoi les axes sur lesquels tu voulais progresser? Moi, c'était d'abord sur la communication. Moi, j'aime beaucoup la communication, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très compliqué. Et puis, c'était vraiment me faire comprendre, avoir des moyens pour savoir si mon message passait, parce que pour moi, c'est très important. Quand on a un groupe à manager, moi j'aime bien avoir un feedback sur le moment présent pour savoir si mon message il passe ou pas, parce que s'il passe pas, c'est dramatique. On peut pas avancer très clairement. Voilà, donc c'était d'abord ça mon premier on va dire besoin pour avoir pour on va dire mettre encore un peu plus d'outils dans ma boîte à outils comme manager. Ok, donc c'était te faire comprendre, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Oui. Ok, parce qu'un entraîneur qui se fait comprendre, où il y a vraiment de la clarté, c'est du coup après des joueurs qui peuvent s'impliquer complètement dans la créativité et dans l'intensité. Oui, complètement. C'est vrai que si encore une fois la communication, c'est au minimum entre deux personnes. Mais un manager, c'est avec différentes personnes, différents individus, différentes personnalités, et la communication est compliquée. C'est ce qui donne aussi la richesse de notre métier. Mais oui, après c'était vraiment ça. C'était bien sûr un coach, c'est beaucoup de travail. Alors si en plus on n'arrive pas à faire passer le message qu'on a envie de faire passer, c'est vexant, on va dire, parce que ça amène pas le potentiel, on va dire, réussite maximum. Et donc, dans la communication, c'était pas les domaines technico-tactiques sur lesquels ça t'intéressait de progresser? Non, c'était surtout ça, c'était l'importance de la communication, avoir encore une fois des outils pour savoir pour avoir ce feedback justement que moi j'avais besoin. Et puis lors de cette formation, après, c'est vrai qu'il y a eu des choses aussi supplémentaires, hein, des petits plus, les besoins ou les attentes de chacun, des fois ça colle aussi avec nos besoins qu'on n'avait pas, on va dire, pensé dans un premier temps, et c'était ça aussi la richesse de cette formation, d'avoir des personnes de différents horizons professionnels. Ok. Alors qu'est-ce qui a progressé? Sur quoi t'as avancé alors? Je pense, voilà, encore une fois,
il y a deux choses qui moi, ont été vraiment très importantes sur cette formation, qui m'ont fait découvrir deux choses très importantes. C'était, donc j'en reviens dessus, mais la clarté du message. Euh, je me rappelle d'ailleurs d'un exercice que moi j'ai beaucoup aimé, puisque en plus j'aime beaucoup les images, je suis très visuel, et c'est vrai que je me rappelle, on avait fait un exercice avec une très longue corde assez épaisse, et t'avais formé deux groupes, ou on avait formé deux groupes, parce que tu nous laisses aussi beaucoup en autonomie, et puis on avait un responsable dans chaque groupe, où on devait être, je crois, peut-être bien cinq, je pense. Et donc, il y avait un manager qui devait guider ces quatre personnes, ces quatre coéquipiers, pour faire les yeux bandés, pour faire avec la corde un carré parfait. Donc, des angles droits parfaits, enfin un vrai carré. Et c'est vrai que comme ça paraît compliqué, on se dit on va jamais y arriver. Mais on était, nous, d'abord très à l'écoute de notre coach. Et puis notre coach a été très clair dans son message. Et si je me rappelle bien, je pense qu'on avait pété le score. On avait réussi à faire cet exercice en un temps record. Ça t'avait surpris d'ailleurs. C'était la première fois. Et c'est vrai que quand on a eu, nous, la surprise, parce qu'on ne voyait pas ce qu'on faisait, et la surprise qu'on a eue, c'est en enlevant les bandeaux que on a réalisé complètement ce que le coach nous avait guidé. Et on était content parce que content d'avoir réalisé déjà ça pour nous, et puis aussi quelque part content d'avoir eu les moyens par un message très clair. Notre coach nous avait vraiment donné tous les moyens via sa grande clarté pour réussir ce défi, on va dire, qui était un vrai défi. Donc voilà, c'était. Et puis après, c'est ça aussi le premier feedback des messages qui sont clairs ou pas clairs, c'est la réussite du groupe ou la réussite d'un individu, si c'est dans un sport plus individuel. C'est déjà la première des choses, c'est une situation qui des fois peut être simple, elle l'est vraiment si notre message il est clair. Et quand on prend une situation qui nous paraît simple, si en fin de compte on se rend compte qu'elle est plus compliquée, ou on se dit mince, il n'y arrive pas, c'est déjà le premier feedback pour nous, coach, de se dire peut-être que j'ai pas été assez clair dans mes objectifs ou dans ma pédagogie et dans mes directives. Donc c'est ça aussi ce que moi j'ai appris avec le temps. Ok, donc grosse expérience, là, comme quelque chose qui t'est apparu vraiment évident sur l'importance de la clarté des messages que tu envoies. C'était vraiment important. Et du coup, comment faire pour avoir des messages clairs? Comment faire pour avoir des messages clairs? Déjà, ça va aussi dans la deuxième étape, qui est la notion de direction. Je pense que c'est primordial d'avoir une direction, de savoir où on veut aller avec un joueur ou avec un groupe de joueurs. Parce que plus on va savoir où on veut aller, plus aussi on va être clair dans les messages, dans les messages où on va guider notre équipe. Je pense aussi la priorité pour avoir un message clair. Si c'est flou, si on ne sait pas trop où on veut aller, automatiquement, naturellement, je pense qu'on va chercher un petit peu plus ces mots. On va peut-être mettre des choses en place sans trop y croire parce comme on ne sait pas trop où on veut aller. Donc ça, je dirais, c'est avant d'être clair dans sa communication, il faut déjà savoir où est-ce qu'on veut aller pour ensuite pouvoir guider, donner le comment on veut y aller. Et là, on sera, je pense, déjà beaucoup plus pertinent en termes de clarté de consignes. Mmh. Ok. Est-ce qu'il y a un autre outil ou deux que tu as vraiment aimé dans cette formation? Il y a la notion je me rappelle de deux choses. Et ça peut être en plus au quotidien, mais c'est la notion d'objectif. Donc, qui revient encore à la direction quelque part, parce que ça peut être, on parle toujours d'un objectif des fois de résultat brut,
on veut atteindre les playoffs. Voilà, ça c'est des objectifs qui sont, on va dire, pour une saison qui sont à long terme, puisque c'est la fin de la saison. Mais peut-être que déjà en pré-saison, le premier objectif, ça va être de réaliser cette situation tactique précise correctement. Et ça, c'est déjà un objectif qui est à très court terme. Voilà. Et cette notion d'objectif, bien se rendre compte que quand on met en place quelque chose de spécifique, chacun peut avoir son regard différent et sa compréhension différente sur un objectif qui est commun à l'équipe en fait. Et je me rappelle de cet exemple, pour bien imager encore ça, cet exemple de la situation de l'exercice, on va dire, de la bouteille que tu avais mis au milieu de l'équipe. Et en fin de compte, on voyait nous tous la bouteille autour de la table, on la voyait tous. Tout le monde a dit, quand tu as posé la question à chacun, qu'est-ce que tu vois, automatiquement, on s'est dit, il nous prend pour ça. C'est une bouteille, Nicolas, c'est pas autre chose. Et donc tout le monde a dit la bouteille. Et c'est vrai que quand tu as amené la notion de non, ok, la bouteille, mais allez plus loin et dites réellement ce que toi tu vois. Un petit peu décrypte-moi ce que tu vois sur la bouteille. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte que y en a qui voyaient le nom de l'eau parce qu'ils étaient sur la face de la bouteille où il y avait le nom de l'eau. D'autres voyaient là où l'eau était produite, on va dire, faite. Les autres qui pouvaient voir tous les oligo-éléments qu'il y avait dans l'eau, le calcium, le magnésium et tout ça. Et donc, en fin de compte, d'une bouteille d'eau, chacun avait un angle de vue différent qui faisait que l'objectif qui paraissait, on va dire, banal, qui est la bouteille d'eau, tout le monde voyait quelque chose de différent au final. Donc personne ne voyait la même chose, alors tout le monde pensait voir la même chose. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est aussi intéressant parce que d'une chose, on va dire simple, en fin de compte, il n'y a jamais rien de simple et il faut toujours creuser. Et encore une fois, c'est là où la clarté des messages, la précision des choses qui paraissent basiques sont très importantes, puisque des fois, avant de parler compliqué, assurons-nous déjà que tout ce qui est basique ou bateau, entre guillemets, c'est bien compris par tout le monde. Voilà, c'est ça. Et donc un entraîneur qui fait ça plus souvent, qui maîtrise ça, ça va être des gens qui sont plus concernés, donc qui vont être plus impliqués, qui vont être plus engagés, qui vont donner plus d'intensité à l'entraînement et en match. Je vais te rappeler un bon souvenir si tu veux. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et ça, c'est ce que j'allais. Toi, la transition est très bonne, Nico. C'est en fait, donc c'était ça aussi, c'est cette notion de revenir sur des basiques comme ça un petit peu. Là, l'objectif, c'est par exemple d'attaquer la zone. Là, je vais parler plus précisément basket, mais d'attaquer tel type de défense, d'attaquer par exemple la zone, on veut ça. Ça, c'est l'objectif qui peut être basique, on va dire, mais au final, il vaut peut-être mieux prendre un petit peu plus de temps pour bien mettre tout le monde sur la même page. Donc, ce qu'on voit là, voilà ici, où le premier objectif qui est tout en haut, c'est par exemple l'attaque de zone, et de partir bille en tête en pensant que tout le monde connaît plus ou moins les basiques et on va directement sur l'objectif. Et là, en fin de compte, on se rend compte que après quelques séquences, après quelques matchs où des fois on est en difficulté sur ce type de défense-là, on revient en arrière et on perd beaucoup de temps et on se dit non, il faut revenir au basique. Alors que si on était venu au basique dès le départ, on se serait en effet un petit peu éparpillé là à droite à gauche, on va dire. On aurait entre guillemets pensé peut-être perdre un petit peu de temps, mais c'était pas perdre du temps, c'est en fin de compte c'est prendre du temps pour en gagner par la suite et être efficace beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ce petit schéma, il était aussi intéressant parce que des fois on va bille en tête sur l'objectif, et alors que prenons le temps déjà de dire ok, alors attends, on veut faire ça, très bien, maintenant comment on va le faire, comment on le voit tous ensemble. Et des fois on va se rendre compte que y a des joueurs qui pensent ça, d'autres qui pensent comme ça, et voilà, et au moins comme ça après tout le monde est sur la même page, comme on dit, la même longueur d'onde. Et après, là, il y a la puissance de tout le groupe qui peut se mettre en marche vers l'objectif cette fois-ci.
Ouais, ça me donne un super feedback de quelqu'un qui a suivi ma formation, à quel point il a intégré le truc, y compris dans l'expérience, et pas seulement intellectuellement. Oui, Juste, oui, oui. juste pour les gens qui découvrent ce schéma, donc ce que tu disais, c'est qu'en fait, y a une équipe, il y a toujours une direction, donc un exercice, un objectif tactique, un objectif physique, un match à gagner, un championnat à gagner, etc. Et en fait, les deux leviers d'un entraîneur, c'est à la fois donc toujours la direction, donc savoir ce qu'il veut exactement et le dire et être très clair là-dessus, et aussi la relation. Et souvent, donc ce que tu disais effectivement, c'est que historiquement, tout le monde, la culture du management, elle est d'aller vite vers le résultat sans trop s'occuper si les gens ont bien compris ce que tu disais. C'est-à-dire, je fonce et quand je vais trop vite, bah, ça donne ici des relations tendues. Et donc, au bout d'un moment, bah, faut changer les joueurs. C'est la conséquence, c'est que trop de tension, bah, à un moment, il n'y a pas assez d'implication, donc du coup, faut changer les gens. Et donc, ce que tu disais, effectivement, à un moment, bah, c'est de mieux cerner les moments où il faut passer un petit peu plus de temps plutôt que de foncer vers l'objectif. C'est passer un petit peu plus de temps pour s'assurer que les gens qui sont ici, les membres de l'équipe, ont bien compris comment la direction et comment on va y aller. Et après, donc effectivement, c'est d'accepter des fois de perdre un petit peu de temps. Hein, donc ce que par exemple les Spurs font très bien, ce que l'équipe de Claude Onesta fait très bien, ce que dans le monde de la natation on fait aussi très bien. C'est cette compréhension-là pour que après, quand on décide de foncer vers l'objectif, bah, c'est comme tu le disais, on y va avec toute la puissance du collectif et que tout le monde est centré sur le même objectif. Et et en fait, il y a plein d'entraîneurs qui sont pas formés à ça et qui se perdent et qui veulent se former en tant que coach mental. Et en fait, il y a pas besoin parce que surtout ce que vous avez besoin, c'est des outils pour mieux manager, apprendre à être plus clair et pas forcément devenir un coach mental. Enfin, je vois qu'il y en a beaucoup qui font ça et pour moi, c'est complètement une perte de temps. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a plus à perdre qu'à gagner, on va dire, de vouloir aller foncer tête baissée sur le truc. Et c'est important. Après, par contre, c'est vrai qu'il faut aussi un groupe. Il faut un groupe qui soit prêt on va dire, à être d'abord investi. Il faut les investir. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce type de management aussi, qui est très participatif. Maintenant, c'est vrai que il faut aussi avoir comment voilà, des personnes qui sont réceptives à ça et qui, quelque part, qui acceptent ça, parce que c'est vrai que c'est aussi une méthode qui peut être complètement différente que ce qu'ils ont connu. Et des fois, le coach, les joueurs prennent le coach comme, c'est le coach qui décide, c'est lui qui nous dit comment faire, et puis moi, je fais juste pour faire. Voilà. Et je sais que parfois, ça déstabilise aussi les joueurs à qui tu vas les voir pour leur dire, et là, comment toi, tu vois le truc? Comment toi, tu ferais? Ou alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait sur ce type d'attaque-là? Et là, certains joueurs disent, ils savent pas en fait, parce qu'ils ont jamais non plus été éduqués par rapport à ça. C'est ça. Et des fois, malheureusement, certains joueurs peuvent dire, ou peuvent penser, le coach, en fin de compte, il sait même pas ce qu'il doit faire, quoi. C'est ça. Alors qu'au contraire, on est en train plutôt de vous dire, non, c'est vous qui êtes d'abord les premiers acteurs, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Et donc, voilà. Et très souvent, on peut se rendre compte quand même que un joueur qui a investi, un joueur qui a réfléchi à la façon de faire, est plus performant. Voilà. Avec ses moyens, bien sûr. Hein, je ne dis pas qu'on va transformer une équipe de 3e division au titre de champion NBA. Hein, bien sûr que. Mais voilà, je trouve que pour ma part, en tout cas, c'est aussi beaucoup plus enrichissant d'investir les joueurs. Voilà, enfin moi ça me correspond beaucoup plus que juste être entre guillemets dictateur et puis dire c'est comme ça, tu mets ton pied là, tu fais comme ça, puis tu fermes ta bouche. Il y a déjà le fait que toi c'est ton style, tu es plus sur du participatif, mais après de toute façon ce qui est factuel, quel que soit le style, même si on est un peu plus directif, c'est que de toute façon des gens qui sont impliqués un minimum dans la réflexion du projet, forcément ils vont avoir plus envie de proposer, ils vont être plus créatifs, ils vont être plus impliqués dans l'engagement. Alors après, par contre, c'est sûr que c'est de se mettre dans cette posture de coach, c'est
ça demande aussi beaucoup d'énergie. Ouais. Et c'est vrai que pour certains, ça peut être encore plus énergivore, on va dire, s'ils n'ont pas eu l'habitude de le faire, ou s'ils n'ont pas osé le faire, ou si dans leur type de personnalité, ça l'est moins. Enfin, c'est moins évident. Encore une fois, je pense aussi que ce qu'il faut voir, c'est que chacun a sa personnalité de coach, a sa philosophie de coach, et il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Le plus important, c'est que chacun entraîne et coach comme aussi il se sent Avec son le mieux. style. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que par contre, ceux qui peuvent nous regarder et nous écouter, s'il y en a qui ont envie de tenter le truc automatiquement, comme toutes les nouvelles choses, il y a besoin de se régler, il y a besoin d'apprendre, il y a besoin de se former et puis de progresser en fait. Voilà, mais ça prend de l'énergie, mais c'est de l'énergie positive, je trouve. Ok, merci. Écoute, les quelques mots que tu pourrais employer pour résumer un petit peu soit toute cette expérience que tu as acquise, complétée, voilà, avec quelques mots, comment tu pourrais résumer un peu tout ce qu'on a fait dans la formation et en coaching qui t'est utile ou que tu as adoré? Déjà, d'abord, l'ambiance, c'est important, l'ambiance de groupe, parce que c'est aussi ce que nous, en tant que coach, on veut mettre en place, une bonne ambiance de groupe, enfin, j'estime. C'est important, parce que sans bonne ambiance de groupe, c'est très compliqué quand même d'avoir des résultats dans le temps. Et puis, ensuite, sans direction, on n'a rien du tout. Si on ne sait pas où on va, d'abord en tant que coach, c'est très compliqué et je pense qu'on le vit pas bien. Et puis, alors là, les joueurs, c'est une catastrophe s'ils savent pas où aller, parce qu'après ils sauront pas comment y aller. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien définir. Voilà ce que je veux faire moi avec cette équipe-là. Voilà nous aussi en tant qu'équipe ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Et quand ça sera bien défini, les choses seront beaucoup plus claires. Et voilà, et c'est la dernière chose, la clarté du message, elle est vraiment très très importante. J'adore. Eh ben écoute, je t'avais remercié au début, je vais te remercier à la fin. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ferai d'autres interviews. Il y en a déjà un peu. Pour l'instant, c'est plus dans le monde de l'entreprise. Il faut des gens qui initient. Donc merci Jérôme d'initier les témoignages. Avec plaisir. Donc je vais te souhaiter, je sais que t'as de l'outillage et que la chance ne va pas aider, mais des fois sur un petit pourcent ça peut aider. Je vais te souhaiter bonne chance et je vais te souhaiter les playoffs pour ce qui est pas facile quand on a le dernier budget de la Pro B. Mais bon, vous êtes vraiment en course, donc voilà, on suivra ça à Saint-Quentin Pro B. Ça marche, merci beaucoup. Merci Jérôme, au revoir.